2 semaines après sa tournée africaine, le passage d'Emmanuel Macron fait toujours parler de lui ici à Kinshasa, notamment des réactions de nombreuses parce que d'autres soulagés dans leur position selon laquelle la France ou encore la communauté internationale était incapable de faire quoi que ce soit pour la République démocratique du Congo, en tout cas sur sa situation sécuritaire, et d'autres encore réclamant encore des condamnations. En ce moment, nous recevrons cette fois-ci un scientifique, on va dire un philosophe. Il s'appelle monsieur Olivier Sambaï, coordonnateur de l'ASBEL, cercle axiologique et enseignant également à l'université de Kinshasa, avec qui on va parler de l'impératif d'une alliance entre la science et le pouvoir politique. Et bien sûr, nous serons capables de commenter cette affirmation d'Emmanuel Macron selon laquelle, depuis 1994, nous n'avons pas été capables de promouvoir notre souveraineté. Nous parlerons également sport en deuxième partie de ce Kinshasa Direct avec Christian Bokaya, qui est journaliste ici à Télé 50. Nous discuterons sur ce forum de la Fédération internationale de football association qui aura lieu au Rwanda en présence de plusieurs dirigeants du monde entier. La RDC est même invitée à prendre part à cette activité dans le pays de son bourreau. Nous parlerons des contours de cet événement. Mais bien avant, Télé 50, la tradition, ce sont des informations. Et pour ce 18h, en prélude de la grande édition des 19h, c'est Jenny Kaembe Moussobola qui va nous donner les grands titres. Bonsoir et bienvenue Jenny. Bonsoir Christopher Ochokoum, bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. À Goma, bientôt, la cathédrale Notre-Dame de la Paix sera prête pour les chrétiens catholiques du monde. Actuellement, le plus difficile a été déjà réalisé. Il ne reste que les travaux des finissages visant la pose de la structure métallique de 250 tonnes. Son initiatrice, Marie-Olive Lembe-Kebila, a visité ce bijou ce mardi. Dans l'actualité également, plusieurs habitants du territoire des Kwamut, Maïndombe, étaient dans le rue pour réclamer le rétablissement de la paix avant le lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs pour les élections prévues cette année. Les manifestants ont indiqué que toutes leurs activités sont paralysées, notamment les travaux de champs dont se nourrit principalement la population locale. En dehors de nos frontières, les cyclones Freddy de retour en Afrique australe depuis le week-end dernier. Des pluies torrentielles et de coulées de boue ont fait plusieurs morts et des blessés sont enregistrés au Mozambique. Par ailleurs, le Malawi est le pays le plus touché avec près de 100 morts. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Nathalie Yoko à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Christopher Ochokoum pour Kinshasa Direct. L'actualité reste en continu. Voilà, de retour sur ce plateau. Juste après cette introduction, nous allons avoir lieu à notre à notre tout premier invité. J'ai dit que c'était un philosophe, monsieur Olivier Sambaï, coordonnateur de l'ASBEL cercle axiologique, et il est également enseignant à la prestigieuse université de Kinshasa. Oui, il y a des scandales en Ukraine en ce moment, mais qu'est-ce que font les Occidentaux? Ils ferment les yeux parce qu'ils font la guerre à la Russie. Ils disent, bon, on verra ces affaires de corruption ou de détournement d'armes, par exemple, qu'on livre à l'Ukraine. Il y a beaucoup d'armes qui sont détournées, etc. Les étrangers, écoutez les médias occidentaux, ils en disent aucun mot. Zelensky lui-même, il est corrompu dans Panama Papers, il est cité 50 000 fois. On n'en parle pas là-bas, pourquoi? Parce qu'ils ont un autre objectif, c'est faire la guerre à la Russie. Ils continuent à fournir des armes, de l'argent également à la Russie. Chez nous, c'est guerre interne. Nous fragilisent. Nous fragilisent et en même temps, les étrangers, les occidentaux, nous asphyxient avec l'arrivée des troupes étrangères.
qui ne vont pas combattre. Autant la MONUSCO ne s'est jamais battue, autant les AC ne se battra pas, les Angolais ne se battront pas, les Kenyans ne se battront pas. Tous ces gens qui arrivent ne vont pas se battre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à la fois pour dissuader les FARDC de faire la guerre, parce que s'il y a quelques dérives, on bat les dégâts collatéraux, ils seront les premiers à dire les FARDC ont mal tué, les FARDC travaillent avec les génocidaires, etc. Mais dans le rang de M23, il y a des mercenaires, il y a des Rwandais qui se battent. Aucunement, vous avez entendu, même la MONUSCO a déjà filmé à toutes ces images. Ils ne vont pas faire mention de cela. Enseignant à l'université de Kinshasa et coordonnateur de l'ASBEL Cercle Axiologique est présent avec nous ce soir. Avec lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de l'impératif d'une alliance entre la science et le pouvoir politique en République démocratique du Congo. Monsieur Olivier Sambaï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci. Donc, comme je vous le disais en off tout à l'heure, je suis un peu curieux de savoir ce qu'est exactement ce cercle axiologique, votre ASBEL. Cercle axiologique, c'est une ASBEL qui est née d'une idée en tant que philosophe, comme vous l'avez si bien présenté. La philosophie étant la totalité du réel, et la philosophie s'évertuant à mettre en place des principes moraux, des principes éthiques pour le bon fonctionnement de la société ainsi que la gestion de la chose publique. Il est plus qu'impérieux qu'une structure soit mise en place qui puisse accompagner le gestionnaire de la chose publique sur le plan éthique, sur le plan moral, en vue du développement. Parce que l'idée maîtresse qui est à la base de la création de l'ASBEL, c'est que le pays regorge beaucoup de qualités, beaucoup de compétences dans tous les niveaux, tous les secteurs, mais nous manquons des compétences éthiques. Il était important que je mette en place cette structure qui combat les antivaleurs sous toutes ses formes. Une ASBEL qui milite pour l'instauration des valeurs dans tous les secteurs de la vie nationale, mais aussi qui s'évertue à offrir à la société des personnes vertueuses. Parce que la vertu, c'est la disposition constante à toujours bien agir. Alors que si nous agissons mal, quelles que soient les compétences, nous n'allons jamais atteindre le développement. Mais aussi le cercle axiologique fait un plaidoyer auprès du gouvernement pour l'instauration d'une alliance entre la science et la politique. Ce qui nous amène justement à notre thématique de ce soir, une thématique choisie par Bellarmin Catalaï, je le précise, c'est que vous prônez une alliance entre la science et le pouvoir politique. Qu'est-ce que cela implique exactement? Une politique avisée de la science, c'est la clé de tout développement. Vous savez, la science n'est pas quelque chose de mystique. La science n'est pas mystérieuse. La science n'est rien d'autre que la formalisation de la réalité. Et la réalité, lorsque nous voyons la réalité, et parmi les éléments qui composent la réalité, il y a aussi la société dedans. Alors, la formalisation de la gestion de la société est passée par la science, et on parle de la science politique. C'est-à-dire comment faire théoriquement pour bien gérer la chose publique. C'est la science qui a théorisé les fonctionnements ainsi que les modes de gestion d'une société. La science a formalisé la gestion du corps humain. Nous avons la biologie, le fonctionnement du corps humain ainsi que la gestion des pathologies existantes. Vous avez la biomédicale, la médecine. La science formalise la réalité du point de vue théorique, de telle sorte que si ces théories-là sont mises en pratique, on soit en mesure d'avoir des résultats escomptés qui puissent assurer la pérennité ainsi que la survie de la réalité telle qu'elle apparaît, telle qu'elle existe. Alors, il se présente que la gestion de la chose publique détournée de la science ne se présente pas comme une action efficace, dans ce sens que l'acteur politique en ce moment-là, si elle se détache carrément de la science, des connaissances, des théories telles qu'elles ont été mises en place,
Ce serait comme quelqu'un qui serait en train de naviguer à vue. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est la situation actuelle de l'Afrique. C'est la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Parce que vous avez essayé un peu de vous poser des questions sur ce qui a poussé l'homme politique de se détacher de la science lorsqu'il s'agit de la gestion de l'État. Parce que pour le cas de la République démocratique du Congo, la politique est tenue en majorité par, je peux dire, des professeurs d'université. C'est eux qui ont des partis politiques, c'est eux qui sont dans des ministères régaliens, pratiquement tous. Exactement. Lorsque nous prenons la science en général, du point de vue épistémologique, en épistémologie, je pense que vous avez fait les sciences de l'information et de la communication, les cours d'épistémologie. Nous, philosophes, dispensons cela au niveau des 3e années des graduats. Bon, c'est un cours qui réfléchit sur les résultats des recherches scientifiques, qui analyse les résultats des recherches scientifiques dans le but d'évaluer la teneur ainsi que la finalité de ces résultats, ainsi que leur efficacité dans la société. Avec l'épistémologie, nous parvenons à comprendre que la science politique est vue du point de vue théorique seulement, mais la pratique pose problème. Pour répondre à votre question sur les professeurs d'université, nous avons dans ces pays, en Afrique en général, des savants. Nous avons des bidocs, des tridocs, des gens qui ont un tout petit peu rejoint Cheikh Anta Diop, qui nous avait recommandé, nous Africains, de nous armer scientifiquement jusqu'aux dents. Mais nous oublions quelque chose de très important. Et cette chose, c'est la conscience morale. Vous savez, Grabelais a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Lorsque nous faisons la science sans conscience, ça ruine la société. Et la société congolaise et la société africaine est en train d'aller vers la ruine simplement parce que nous faisons la science sans conscience. Qu'est-ce qui se passe? Les professeurs d'université qui sont dans les affaires publiques, dans les affaires politiques, ils sont compétents scientifiquement. Ils sont compétents techniquement parce qu'ils sont experts chacun dans leur domaine. Je reviens toujours sur cette phrase de l'ancien président Joseph Kabila en 2008, où il disait qu'il manquait 15 bonnes personnes pour développer les pays. Mais si on C'était grave. Ce qui était gravissime, qui entourait les chefs de l'État, c'était des bidocs, des tridocs, des personnes, des professeurs d'université qui sont adulés par la jeunesse estudiantine dans leurs universités, qui sont reconnus comme modèles en Afrique et dans certains pays, je ne citerai pas leur nom ici, s'ils se rendent, ils sont reçus avec honneur, avec hommage le plus différent. On peut même étaler les tapis rouges pour recevoir les savants. Mais quand ils viennent dans la gestion de la chose publique de façon concrète, il y a discordance ou dissociation entre les théories qu'ils connaissent et la pratique. Et la conséquence, c'est quoi? On analyse de façon métaphysique, je me rends compte que ça, ce sont des analyses personnelles, qu'il manque la conscience morale. Il y manque des valeurs éthiques lorsqu'ils accèdent dans la gestion de la chose publique. Et les valeurs morales et les valeurs éthiques font en sorte que l'on comprenne que l'homme est un animal raisonnable. L'homme n'est pas différent de tout type d'animaux grégaires. La seule différence entre l'homme et tous les animaux, c'est du point de vue rationnel. Et la raison, si elle est bien exploitée, l'on parvient à produire des raisonnements raisonnables, parce qu'il y a une différence entre la rationalité et la raisonnabilité. La rationalité, c'est comme je suis là, je parle, vous m'écoutez, vous parlez, je vous écoute, on réfléchit. C'est ça la rationalité, et chaque intellectuel est rationnel. Mais la raisonnabilité, c'est du point de vue purement éthique. Et là, nous avons les biens et les mal. Donc, on est rationnel, mais on n'est pas raisonnable. Et là, il faut un renforcement des capacités éthiques. Et il n'y a que le philosophe qui peut intervenir pour donner les tons. Si je peux essayer un peu de lire, c'est une conclusion un peu dangereuse, mais permettez-moi de dire que vous êtes en train de dire qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, vu que ce sont des scientifiques, ils ont la matière, mais sur terrain, ils ne l'appliquent pas. C'est bien cela. Ils ne l'appliquent pas en âme et conscience. En âme et conscience. Voilà. Qu'est-ce qui me renvoie à la question d'avant, à votre avis, les pousse à agir de la sorte? Est-ce que les réalités sur terrain ne les contraignent pas à mettre un peu de côté leur casquette de professeur d'université et à agir comme ils sont en train de le faire, c'est-à-dire en bons politiciens congolais face à des réalités congolaises? Pour bien répondre à cette question, il faut commencer par définir les types de courants politiques que gouvernent la nation.
Vous avez le régime politique, je prends le cas du Congo, c'est un régime semi-présidentiel, mais nous avons quel courant politique? C'est indéfini. Regardons seulement ce que c'est pas avec nos partis politiques. C'est un véritable conglomérat, je manque de qualificatifs pour définir le fonctionnement de l'appareil politique au sein de la République démocratique du Congo. Vous avez des partis politiques où vous avez les libertarianismes, les libéralismes, les socialistes, les écologistes, tous mis ensemble au nom de je ne sais quoi. La politique définie comme les partis politiques avec finalité, conquérir les pouvoirs, les conserver le plus longtemps possible. C'est ça le slogan. Et comme conséquence, on se retrouve ne sachant réellement quoi faire, ignorant exactement ce qu'on est appelé à faire en tant qu'idéologie politique. Le problème, sont les joueurs ou le terrain? Les problèmes, ce sont des joueurs eux-mêmes. Pas le terrain. Vous n'êtes pas d'accord que quand même, on a tous créé, à un certain moment, on s'est tous mis d'accord, on a créé une situation très difficile dans laquelle il faut se comporter de la sorte pour s'en sortir. Les joueurs, c'est qui? C'est la personne qui manipule les ballons, le joueur. Il sait manipuler le ballon. Et il y a un joueur qui peut refuser de marquer aussi les buts volontairement. Je refuse de marquer le but. Voilà. Les joueurs, c'est qui les joueurs? C'est les gestionnaires de la chose publique au plus haut niveau. Vous avez tout un régime qui est mis en place, vous avez les décideurs ultimes qui est connu, vous avez le gouvernement qui est connu. Mais prenons par exemple le cas des partis politiques, c'est le ministre de l'Intérieur qui a son N+1, le Premier ministre, qui a son N+2, le président de la République. Ils doivent réfléchir ensemble pour définir les modes de gestion de la chose publique avec les partis politiques. La cause, la question que vous avez posée pour revenir, qui fait que l'on puisse se détacher des théories que l'on connaît, mais qu'on agisse de façon immorale, en âme et conscience. C'est un mot, je reviens souvent sur ça, c'est la concupiscence. La concupiscence, c'est un mot dans la métaphysique des mœurs, dans la philosophie morale, qui signifie désir acharné de maximiser les biens en utilisant tous les moyens immoraux possibles. Les biens personnels, vous voulez dire? Les biens personnels et sordides. Les intérêts personnels et sordides, c'est ça la concupiscence. On est appelé à utiliser tout type de moyens. S'il faut verser dans l'immoralité, on y versera parce qu'on veut atteindre un certain niveau au sein de la société. On veut atteindre un type de richesse au sein de la société. Et ça ouvre la voie à quoi? Lorsqu'on accède dans la gestion de la chose publique, à deux antivaleurs. Vous avez la corruption et les détournements. La corruption et les détournements, c'est différent. Mais ils marchent souvent ensemble, les détournements et la corruption. Simplement parce que je suis concupiscent. Vous pouvez avoir des théories. Lorsque vous entrez dans un système qui est corrompu, vous suivez les pas de tout le monde. Tout le monde est en train de corrompre, même si vous avez des idées, tout le monde est en train de détourner. Vous faites quoi? Vous vous trahissez en ces moments-là et vous versez dans les antivaleurs. Alors, le plus important serait que le renforcement des capacités éthiques et morales soit démise. Parce qu'on revient même à l'origine de la philosophie occidentale, bien sûr. Nous sommes au VIe siècle avec Socrate, qui parle de la vertu, qui parle de la vertu comme une disposition constante à toujours bien agir. Parce que je connais les biens, je dois nécessairement le faire. Il a été reproché par la faiblesse de la volonté humaine. Mais comment la volonté doit toujours regarder les mauvais côtés? L'homme doit exercer cet effort-là, cette transcendance. Il doit se tirer vers les hauts et non vers les bas en versant toujours sur les vices. Et c'est ça le problème de la République démocratique du Congo, les problèmes de l'Afrique en général. Comme vous êtes revenu sur le problème de la République démocratique du Congo et partant de votre postulat, parce que je préfère rester dans votre manière de réfléchir, nous sommes tombés par exemple dans ce que l'on peut considérer comme une humiliation, une phrase du président français Emmanuel Macron ici à Kinshasa, évoquant une incapacité propre à nous, c'est-à-dire à notre classe politique, probablement à nos dirigeants, de ne pas avoir pu nous organiser depuis 1994. De manière militaire, nous n'avons pas pu protéger notre souveraineté dans l'administration et tout cela. Est-ce que, d'une certaine manière, vous arrivez à lui donner raison?
Partant de cette concupiscence qui a commencé depuis à peu près quelle année à votre avis? 1960. 1960. 1960. Déjà avec le Moumba Kassafougou. Déjà, ça a commencé, mais les dégringolades a commencé vers les années 70 avec la zaïrianisation. Voilà, c'est là où on a commencé à dégringoler, parce qu'avant la zaïrianisation, l'Afrique du Sud aujourd'hui était le Congo d'alors, et le Congo d'aujourd'hui était l'Afrique du Sud alors. Ce qui sous-entend que les étudiants sud-africains venaient étudier ici, les Sud-Africains venaient se faire soigner ici. Mais aujourd'hui, c'est la tendance qui est renversée, parce que la dégringolade, on a commencé à dégringoler à partir de cette année-là. Emmanuel Macron, le président français, a raison et en même temps, il a tort. Il a raison de le dire, simplement parce que c'est une évidence. Et quand on est scientifique à un certain moment, on n'occulte pas les évidences, on doit les présenter comme telles. Il a tort parce que en tout cas, c'est une faute diplomatique grave. Et dans les relations internationales, quand on parle de la diplomatie, il faut respecter l'autre, quels que soient ses défauts, quelles que soient ses turpitudes, quelles que soient ses faiblesses. Il faut respecter, il faut tenir un langage qui ne puisse pas choquer, mais un langage qui puisse arranger les choses. Il y a des discours politiques et des discours diplomatiques. Les discours diplomatiques, ce n'est pas celui que le président français avait tenu. Ça, c'était un discours purement politique que peut tenir un opposant des régimes en place. Mais est-ce qu'il n'a pas été un tout petit peu poussé, enquiquiné par son homologue congolais? Loin s'en faut. Alors, nous avons considéré les propos du président français comme étant désobligeants, nous, Congolais. Mais ce n'est pas seulement lui. Nous reculons en 2012, nous avons reçu François Hollande, qui avait aussi tenu des propos considérés par nous comme étant désobligeants. Il n'avait pas vraiment respecté. D'ailleurs, avec Emmanuel Macron, le président Félix Tshisekedi, il y a eu un sentiment de convivialité. On a vu vraiment qu'ils étaient... ça a été convivial, l'échange. Contrairement à François Hollande en 2012 avec Joseph Kabila, lorsque nous avons organisé le sommet de la francophonie, c'était catastrophique. C'était vraiment une catastrophe diplomatique. Nous avons Nicolas Sarkozy en 2008 devant le Parlement, mais vous savez, c'était aussi des propos désobligeants, d'un paternalisme qui ne considérait pas le Congo comme tel. Alors, qu'est-ce qui fait qu'au fil du temps, c'est le même comportement, c'est la même attitude? Simplement parce que nous ne prenons pas conscience de notre être dans le monde. Nous ne savons pas exactement ce que nous voulons. Le Congo n'a pas une philosophie politique propre à lui. Quelle est notre philosophie politique? Le Congo n'a pas un slogan phare qui puisse booster les ménages pour permettre à ce que nous passions vers les actions solides et efficaces. Les États-Unis d'Amérique, d'ailleurs, c'est la puissance. Ils ont un slogan, ils ont une philosophie politique, et tout politique qui accède à la gestion de la République au plus haut niveau s'accommode à cette philosophie, s'accommode à ces courants. Et nous n'avons pas un courant politique bien défini, nous n'avons pas une philosophie politique bien définie. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la raison pour laquelle je pense que le thème qui est choisi, l'impératif d'une alliance entre les pouvoirs politiques et les savoirs scientifiques, il faudrait que nous puissions nous affirmer nous-mêmes, que nous soyons en mesure de nous affirmer nous-mêmes en mettant en place une sorte de logique prospective, en mettant en place une panoplie, des propositions qui puissent permettre à ce que nous sortions de cette situation. Ce n'est que la science qui peut développer la société. Nous avons aujourd'hui l'INRB, par exemple, qui est un centre de recherche reconnu dans le monde entier, en Afrique, et puis c'est incontestable, ça fait l'irréductibilité du Congo du point de vue biomédical. Mais pourquoi ne pas faire la transposition de ce qui se passe, de ce qui se fait avec l'INRB dans tous les domaines de la vie nationale? Parce que tout ce qui est enseigné à l'université a sa particularité ou sa concrétude dans la société. Avec l'INRB, lorsque nous avons des problèmes biomédicaux, nous ne savons recourir qu'aux scientifiques. C'est l'INRB, le prof Mouyembe et toute son équipe. Pourquoi ne pas faire pareil avec les génies civils ou génie militaire?
que nous ayons un centre de recherche qui puisse traiter des problèmes d'ordre des grands travaux et ainsi que des géométries et des topographies. Pourquoi ne pas aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, les concerts des nations, pourquoi ne pas financer de façon efficace les centres que nous avons sur la recherche nucléaire? Il faut financer de telle sorte que nous soyons en mesure de résoudre les problèmes qui se présentent au sein de la société. Est-ce que nous avons un centre qui puisse traiter des problèmes d'agriculture, qui puisse permettre à ce que nous puissions résoudre les problèmes de la faim? Alors, tout ce qu'on enseigne à l'université, ça concrétise au sein de la société. Et lorsque les décideurs, les gestionnaires de la chose publique ignorent l'importance ou la valeur de la science, considèrent la science comme simple théorie, nous ne serons pas à mesure de déboucher sur un développement intégral et durable. Il est plus qu'impérieux que nous mettions en place une sorte de NASA à la congolaise. Parce que la NASA aujourd'hui, c'est 17 000 savants, 17 000 scientifiques, avec un budget de plus de 22 milliards de dollars. Nous n'avons pas besoin d'avoir un budget de plus de 22 milliards de dollars. La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Nous, avec tout ce que nous avons, avec tous les scientifiques que nous avons, il faut que nous puissions formaliser la gestion de la chose publique en catégorisant chaque secteur de la vie nationale pour que nous soyons en mesure de recourir aux scientifiques, de recourir aux savants pour puiser de la matière en vue de les mettre en pratique pour le développement de la société. Vous savez, les grands savants du XXe siècle, parmi les grands savants du XXe siècle, nous comptons un Africain, c'est Cheikh Anta Diop. Il est incontestable du point de vue mondial. Les Occidentaux peuvent continuer à faire des déclarations telles qu'ils les font, à dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, mais il y a un seul secteur de la vie où ils ne peuvent pas se considérer comme étant supérieurs à nous. Et le secteur-là, c'est le secteur scientifique. Personne en Europe ne peut remettre en cause la valeur intellectuelle de Cheikh Anta Diop. Personne ne peut remettre en cause la valeur intellectuelle de Kwame Nkrumah. Personne, mondialement, ne peut remettre en cause la valeur intellectuelle de Valentin Yves Mudimbe. En Afrique, personne ne peut remettre en cause la valeur intellectuelle de Eli Pambongo Mabinda. Personne ne peut remettre en cause les connaissances logiques des savants congolais que nous avons, comme Pierre Mutunda Mwembo, comme Okolo et Likem Bokolo. Il est congolais en tant qu'historien. Personne ne peut remettre en cause la valeur intellectuelle de Ndaïwel Nsiem. Vous voyez? Donc, du point de vue scientifique, nous ne saurons pas être réduits à rien vis-à-vis des Occidentaux qui se considèrent comme étant supérieurs à l'homme noir. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop a démontré dans son ouvrage Civilisation et barbarie, ainsi que Nation nègre et culture, que la supériorité entre l'homme blanc et l'homme noir, ce n'est pas ce que l'homme occidental présente, mais c'est l'homme noir qui a une supériorité à l'homme blanc par rapport aux origines. C'est Cheikh Anta Diop qui a déclaré que l'Afrique est berceau de l'humanité dans cet ouvrage qu'il a publié en 1954, avec une démonstration de l'égyptologie. Et ça a permis en sorte que l'occidental n'avait pas pu contredire tout cela. Cela veut dire que la formalisation de la société occidentale, parce que nous admirons beaucoup plus la société occidentale aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait l'irréductibilité de la société occidentale? C'est la science, c'est la technoscience. C'est la science et c'est la technologie. Nous devrions mettre en avant ce qu'il faut pour que la science soit vraiment au service de la société. Je prends le cas de l'université de Kinshasa où je suis enseignant également, là où aussi j'ai fait ma carrière, disons mes études académiques, mes études universitaires. Vous voyez, l'université a 3 missions. C'est l'enseignement, c'est la recherche et troisièmement, c'est le service de la nation. Donc nous étudions à l'université pour servir la nation. Je pense que vous avez fait les sciences de l'information et de la communication. Vous servez la nation aujourd'hui en tant que journaliste. Je fais la philosophie, je sers la nation en tant qu'enseignant parce que je transmets la connaissance et en mettant en place une structure qui puisse aider la science. Vous avez fait les techniques appliquées. Vous devez mettre en place tout ce que vous avez appris à l'université au service de la nation. Au sein de mon ASBEL, j'encadre aussi la jeunesse en donnant des formations sur l'entrepreneuriat basées sur l'ingéniosité. Chacun doit découvrir ce qu'il a en lui, un peu d'existentialisme que j'enseigne à la jeunesse. Qu'est-ce qui se passe? Parmi les jeunes que j'encadre,
Il y a un qui a reçu les formations et ça a tapé sur ses méninges. Il est encore étudiant à l'ISTA, mais vous savez ce qu'il a produit avec notre encadrement. Il a produit un groupe électrogène qui fonctionne sans carburant, sans eau, sans huile. Et ça peut produire de l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec minimum 1 heure, avec minimum, disons maximum 3 heures de repos la semaine. Il l'a fabriqué. Mais la science, l'impératif de l'alliance entre la politique, l'impératif de l'alliance entre la science et la politique que je prône, que nous prenons au sein de l'ASPL Cerclaciologie, voudrait qu'une invention comme telle, il faudra que le gouvernement s'approprie, s'en approprie. Il faut comprendre c'est qui, c'est génie, qui produit quelque chose et puis il est en mesure d'augmenter par capacité des KVA suivant la charge des ménages, la charge du quartier, la charge des utilisateurs. Donc je suis en train de contribuer au développement de la société en faisant ce que je puis en tant que philosophe, en tant qu'ASPL. C'est la même chose que devaient faire en principe tous les scientifiques. Mais les scientifiques ne vont pas fonctionner à vase clos. Les scientifiques ne vont pas faire des choses d'eux-mêmes. Mais il y a tout un ministère que je sache de recherche scientifique. C'est là où je veux arriver. Parce que c'est la fonction politique qui régule tout. Avant que cela puisse être mis au public, le ministère de la Recherche scientifique devait s'en approprier. Mais que fait le ministère de la Recherche scientifique? Que fait le ministère de l'Industrie? Vous comprenez que ce sont des théories que nous avons apprises à l'université, mais quand on est dans les affaires publiques, c'est la subjectivité, c'est le subjectivisme qui est mis en avant. Donc chacun gère la société par rapport aux idées qui lui viennent en tête. Je suis aujourd'hui ministre, qu'est-ce que je veux? Voilà, j'ai produit ce que je veux. Alors qu'on devait recourir en principe aux théories scientifiques existantes. Lorsque nous avons des problèmes sociaux, il faut recourir aux savants pour qu'on puisse avoir des solutions. Je propose une trilogie, une forme triangulaire, où vous avez les triangles isocèles, vous avez l'hypoténuse, vous avez les angles. Cette forme voudrait que nous formions une alliance, une trilogie entre la technoscience. Vous avez l'angle de gauche et l'angle de droite, c'est la technoscience, c'est la science et la technologie. Au bas, de l'échelle en tout cas pour résoudre les problèmes de la société. Vous avez le sommet du triangle. C'est quoi? C'est la philosophie. Parce que la philosophie, c'est un savoir créateur des sciences. Un savoir évaluateur et régulateur des sciences. Et vous avez le pouvoir politique comme hypoténuse qui fait quoi? Qui recourt à la philosophie, qui recourt à la science, à la technologie pour développer la société. Nous avons aujourd'hui à l'université la formation à la faculté polytechnique. Nous pouvons avoir des formations bien définies qui puissent permettre à ce qu'on soit en mesure de fabriquer des armes. Parce que ceux qui fabriquent des armes, ce sont des matières premières que nous avons chez nous au Congo. Nous pouvons mettre en place une politique d'enseignement qui puisse permettre à ce que nous soyons en mesure de fabriquer des téléphones. Avec mon SBL, je suis vraiment en train de travailler dans ces secteurs-là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de proposer au gouvernement, je pense que dans les jours qui suivent, nous pourrions être en mesure d'assister à cela, le développement de la société à travers la science et la technologie. Nous allons mettre en place, avec la bénédiction du gouvernement, si faire se peut, une école de haute études technologiques, où nous allons faire en sorte que nos ingénieurs bénéficient des renforcements des capacités des cercles des ingénieurs français et des ingénieurs congolais de la diaspora qui ont été chez Renault, qui ont été chez Peugeot, qui ont été chez Nissan, qui ont été chez les grandes marques de fabrication des véhicules. Pourquoi ne pas faire ce genre de renforcement des capacités pour que la science soit vraiment au service de la nation? Nous allons mettre en place très prochainement des stratégies qui puissent permettre à ce qu'on puisse électrifier les 145 territoires. Les contacts à mon niveau sont déjà très avancés avec ces savants occidentaux, ces savants français et congolais qui sont à la diaspora, pour que la science soit vraiment au service de la nation. Nous allons électrifier les 145 territoires, c'est déjà bien défini, mais pourquoi ne pas être aussi en mesure de disposer
avec l'aéronautique, avec la technologie 2.0, avec la technologie des troposphères et de l'aérospatiale, avec comme ce qui se passe à la NASA, être en mesure de disposer nous-mêmes de notre propre satellite. Parce que lorsque nous avons notre propre satellite, nous avons notre propre réseau de télécommunications, nous allons gérer notre communication, nous allons gérer les frontières, on saura suivre tous les rebelles qui vont essayer de venir perturber la quiétude des paisibles citoyens. Vous comprenez que tout cela, c'est la science qui peut résoudre tous les problèmes sociaux. Je persiste, je souligne même, tous les problèmes sociaux doivent être résolus par la science. Avec la bénédiction du pouvoir politique. Parce qu'une politique à visée de la science, c'est la clé de tout développement. D'où cet impératif d'une alliance entre la science et le pouvoir politique qui a été notre thématique lors de cette intervention dans ce premier dossier du soir dans Kinshasa Direct. Monsieur Olivier Sambaï, philosophe, enseignant à l'université de Kinshasa et coordonnateur de l'ASBEL Cercle Axiologique, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, le plaisir est pour moi et merci à Télé 50 d'accorder beaucoup plus d'importance à ce que nous faisons et c'est la chaîne qui s'ouvre aussi aux valeurs parce que ce que nous faisons, nous prenons pour l'instauration des valeurs. Merci. Merci. On va souffler un tout petit peu avant de passer à la suite.